Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h09 sur Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Ce soir, les vraies voix de la politique avec Guillaume Bigot, éditorialiste, politologue, fondateur des Orwelliens. Je rappelle le livre de Guillaume qui est avec nous. La populophobie, c'est chez Plomb. Et puis Nicolas Corato, président du comité de réflexion politique Place de la République. Séminaire de rentrée donc le 13 janvier pour fixer les priorités du gouvernement. Au programme, la crise du Covid-19 évidemment, la relance de l'économie. Macron joue-t-il son quinquennat? C'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Alors Clément qui est avec nous, Clément Barguin, il y a une date que Macron a bien notée sur son agenda et qui va être très importante, c'est le 13 janvier, Clément. Oui, date à laquelle le gouvernement se réunira en séminaire de rentrée. Il s'agira de discuter de l'agenda des 6 premiers mois de l'année, de ses grandes priorités. Alors l'objectif, selon les propos d'Emmanuel Macron, c'est de faire de 2021 une année utile, une année de combat, de relance, d'ambition. Le président de la République qui a précisé que nous en avons encore pour plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'un combat sanitaire est à conduire contre l'épidémie, un combat économique également, notamment pour la jeunesse, alors que les inégalités sociales déjà présentes vont s'accroître. Beaucoup de sujets sur la table donc de ce séminaire de rentrée. Et la question qu'on se pose donc, Emmanuel Macron va-t-il jouer son quinquennat en ce début d'année 2021? Et oui, et donc une année de combat, une année de relance. Guillaume Bigot, là encore le champ lexical autour de la guerre, hein. Le combat. Oui, mais c'est presque un combat contre lui-même que doit mener le président Macron. Parce que alors le Covid l'a confirmé, mais bien avant le Covid, je pense que la solution identifiée par le président de la République pour maintenir un niveau relativement élevé d'ailleurs de popularité et pour garantir un minimum ses chances de réélection, c'est une formule très simple, c'est ne plus rien faire, ne plus bouger. Voilà, donc ne plus bouger une oreille, ne plus rien décider, ou alors des lois symboliques ou des propositions ou des projets par milliers, par millions qui n'engagent rien ni personne, un peu comme farce de l'article 1er de la Constitution pour calmer la Convention citoyenne. Vous savez que c'était un projet de 2018 que l'affaire Benalla avait écarté, puis un projet de 2019. Il a l'outrecuidance de faire croire à la Convention citoyenne que c'est un nouveau projet, alors même que depuis 2005, la charte de la biodiversité est intégrée dans la Constitution. Donc juridiquement, ça ne sert à rien. En plus, le calendrier électoral ne permettrait pas d'organiser un référendum et en plus, les sénateurs y feront obstacle. Donc c'est ça la prestidigitation de Macron, c'est de paraître en faire énormément pour ne plus bouger une oreille et ne plus rien faire. Mais il y a surtout, je pense, une sorte d'analogie qu'on pourrait faire avec Louis XVI. C'est-à-dire que, vous savez, Louis XVI, quand la Révolution est survenue, il était toujours persuadé d'être monarque de droit divin. Mais il a dit les mots, il a donné le change, il a mis une cocarde sur son chapeau, par exemple, bon, laquelle cocarde était piétinée, bien sûr, par sa garde rapprochée, voilà, qui se réunissait sûrement à plus de 6. Mais en fait, aujourd'hui, le président Macron fait semblant d'avoir renoncé à ses projets de plus de privatisation, plus de remboursement de la dette, plus d'Union européenne, plus de communautarisme, et il dit les mots. Il dit les mots souveraineté, bon, il ajoute européenne, enfin, il dit les mots relance industrielle, etc. Mais en fait, la seule solution pour lui, c'est de ne plus rien faire, de ne plus bouger une oreille. Alors, Nicolas Corato, est-ce que vous partagez l'avis de Guillaume Bigot? Alors, ne plus bouger une oreille, c'est ce que vous dites, Guillaume Bigot. Lui, Macron, il est quand même sur la petite musique. La réforme des retraites, on va réfléchir à la remettre sur la table ou pas. Il communique sur l'action, alors qu'effectivement, il est fort possible que pendant un an et demi, il ne fasse rien. Nicolas Corato. Je ne suis pas complètement d'accord avec Guillaume. On va voir dans les jours qui viennent, mais on voit bien qu'Emmanuel Macron, depuis le premier confinement, n'a qu'une obsession, c'est de tourner la page de la crise sanitaire. Alors, pour faire de la communication, comme dirait Guillaume, c'est-à-dire beaucoup s'agiter et peu voter, ou pour faire des choses concrètes. Moi, je pense que le grand test, ça va être la réforme des retraites. Je suis d'accord avec Guillaume, le référendum sur l'environnement, c'est un projet politique en soi, dans le sens politicien du terme, puisqu'il s'engage énormément électoralement à quelques mois de la présidentielle. Et moi, je pense que le critère, le test, c'est la réforme des retraites. S'il traite la réforme des retraites même de manière paramétrique, c'est-à-dire, pour dire simple, par rapport à l'allongement de la durée de cotisation ou le recul de la date de départ à la retraite, on ne peut pas dire qu'il fera que de la communication. Donc, il y a un vrai test au niveau de la réforme des retraites. J'en vois un second qui est passé un peu sous les radars. C'est ce qu'il va faire de sa réforme de l'assurance chômage qui, je vous le rappelle, avait été repoussée
au premier trimestre 2021, c'est-à-dire là encore, en se disant qu'au premier trimestre 2021, la crise sanitaire se serait terminée et qu'on pourrait revenir sur cette réforme et appliquer cette réforme qui est très, très pénalisante pour les chômeurs, notamment en fin de droit. On va voir là aussi ce qu'il fait sur ce schéma qui est très, très clivant. Moi, je ne suis pas complètement d'accord. On va voir ce qui se passe avec les retraites et on dira ensuite s'il fait de la com ou s'il continue à réformer coûte que coûte, avec derrière quand même quelques arrière-pensées, bien entendu, politiciennes. Évidemment. Alors la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio, est-ce que Emmanuel Macron va jouer son quinquennat à partir de janvier et pendant les prochains mois? Est-ce que vous y croyez vraiment? Tiens, Guillaume Bigot, est-ce que finalement, alors tout le monde parle de la réélection de Macron, il y a ceux, alors certains, ils ne sont pas beaucoup, qui disent qu'ils ne voient pas Macron au second tour. Et puis évidemment, tout le monde pense que le duel Macron-Marine Le Pen est un duel affiché d'avance, plus aucun suspense. Est-ce qu'il joue vraiment son quinquennat, Guillaume Bigot, Emmanuel Macron? Bon, d'abord, ce ne serait pas la première fois qu'un duel annoncé d'avance ne se produirait pas. Ensuite, ce serait même la seule fois où un duel annoncé d'avance se produirait. En réalité, si on regarde la situation d'avant, un an avant les élections présidentielles ou un an et demi, 2 ans avant les élections présidentielles précédentes. Ensuite, deuxième remarque, je pense que il a eu des mots qui sont très très étranges, qu'il faut bien mesurer au trébuchet dans son interview sur Brut. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici l'échéance présidentielle, a-t-il dit. C'est pas le verbatim, mais enfin des choses graves. Je peux être amené à prendre des décisions extrêmement dures et peut-être ne serais-je pas en situation de me représenter. Voilà, je prends ses propres termes. Donc ça signifie que lui-même, je pense, il réfléchit sincèrement, mais ça veut dire aussi qu'il pense que peut-être les conditions ne seront pas réunies. En fait, le diagnostic que je ferai de la situation est le suivant. Je pense qu'il y a une sorte de martingale qui a été trouvée par Emmanuel Macron et par le gouvernement. C'est ce qu'on peut appeler la réduction ad covidum. Donc, c'est-à-dire que c'est un énorme trou noir dans lequel la totalité des problèmes du pays et du monde entier vont disparaître. Tout est réduit à la Covid. Donc, vous parlez de n'importe quel sujet, c'est de la Covid. Bon, la Covid, c'est 0,05% de morts. On verra le bilan de 2020, mais la mortalité de 2020 ne va pas être nécessairement très différente de celle de 2019. Il n'empêche, c'est la Covid matin, c'est la Covid soir, c'est la Covid midi. Il n'y a que ça. Et finalement, pourquoi c'est une martingale? Parce que ça permet d'abord le confinement. Le confinement a des effets sur la capacité à manifester, le confinement a des effets sur la perturbation de l'ordre public, les émeutes, etc. Le confinement a une façon aussi de verrouiller l'opposition politique. Donc, ce n'est pas seulement un confinement sanitaire, c'est un confinement politique, c'est un confinement social. Et d'une certaine façon, ça fait passer la poussière sous le tapis. Moi, ce que je crains sincèrement, c'est que ce grand gel du Covid, en fait, fasse en sorte que les deux bombes à retardement, on les connaît en réalité. La première bombe à retardement, c'est la bombe économique et sociale. Elle était déjà placée sous les pieds du pouvoir avant la crise du Covid, et la crise du Covid n'a fait qu'aggraver la situation. En fait, maintenant, l'endettement est à 126% du PIB, le chômage va exploser, le recul du produit intérieur brut sûrement supérieur à 15%. Donc on voit que cette grave crise économique et sociale, le fait qu'il n'y ait pas de croissance en France, pas d'emploi, ça va être juste aggravé d'une part. D'autre part, le deuxième problème gravissime de la France, c'est l'ordre public, c'est le fait que la situation dans les banlieues, on connecte finalement une forme d'ensauvagement dû au trafic de stupéfiants et on le connecte avec la propagation de l'islamisme. Et que c'est ces deux éléments, cette nitroglycérine qui, en se mélangeant, rend la situation de l'ordre public explosive en France. Eh bien, je pense que ces deux bombes à retardement, elles sont temporairement, disons, déminées par la crise du Covid, parce que j'appelais la réduction ad covidum, mais ça va exploser d'autant plus fort après. Alors, ce qui va exploser, Nicolas Corato, c'est surtout la précarité, la pauvreté qui est en augmentation, la colère des restaurateurs qui vont sûrement ne pas rouvrir, d'après ce que j'ai compris, le 20 janvier. Pareil pour les lieux culturels. Ça, je pense, mon cher Guillaume Bigot, Nicolas Corato, vous me dites si vous êtes d'accord, il ne va pas échapper, Emmanuel Macron, dans quelques semaines. À quoi? À la colère de tous ces gens-là? Oui. Oui, mais on ne sait pas parce qu'on est aussi très résignés. Regardez, les restaurateurs, ça fait plusieurs mois qu'ils sont fermés. Ils ont un peu manifesté, mais finalement tout le monde fait avec et tout le monde fait sans les restaurateurs, sans le chiffre d'affaires, sans le développement. Moi, et c'est vrai qu'on prévoit également 1 million de nouveaux pauvres, ne serait-ce qu'en conséquence du premier confinement et qu'on n'a pas encore les projections de l'INSEE sur les conséquences sociales du deuxième confinement. Donc oui, la situation sociale va être très dégradée.
Cependant, je reviens un peu sur ce que disait Guillaume, il y a un point, est-ce qu'on pourra organiser des élections présidentielles en 2022 ? Le sujet commence à être mis sur la table. Vous avez certainement, comme moi, entendu, lu ce qui se prépare pour essayer de rafistoler un peu les règles des élections de 2022 en imaginant et en commençant à se projeter dans une campagne très dégradée. Est-ce qu'on pourra faire campagne à partir de septembre 2021 ? Rien n'est moins sûr. On sait très bien que le vaccin ne produira des effets s'il en produit et si le virus se comporte bien qu'à partir d'un an, voire même un an et quelques mois. Donc, comment vous faites campagne dans un pays si les meetings sont interdits, si vous ne pouvez pas aller sur les marchés, si le porte-à-porte est déconseillé si les autres partis ne peuvent pas organiser de primaires, par exemple. Exactement. Oui. Quel est l'impact du Covid sur la Et donc, moi, j'entends peut-être cette petite musique depuis cette phrase étrange, effectivement, dans Brut du président de la République, aussi sur une incapacité ou une impossibilité institutionnelle, une sorte de force majeure qui empêcherait les opérations électorales de se dérouler normalement. Et ça, c'est un sujet qu'il ne faut pas perdre de vue et qu'il va falloir regarder très attentivement dans les semaines et les mois à venir. Tout se joue, je pense, au premier trimestre 2021. Mais déjà, on va voir si les élections départementales vont être organisées. Ça nous donnera peut-être un petit indice sur les élections présidentielles de 2022. Comment ça se passe dans ces cas-là, Guillaume Bigot, si on ne peut pas organiser d'élections présidentielles? Emmanuel Macron reste chef d'État le temps que tout se dissipe. Comment ça peut se passer constitutionnellement? De mobiliser mes souvenirs de droit constit, mais je pense qu'il n'y a pas, à mon avis, la question de l'épidémie, notamment de la situation sanitaire, n'est pas prévue. En cas d'empêchement d'organisation des élections, il me semble que la règle, c'est jusqu'à la possibilité, ça serait logique en tout cas, jusqu'à la possibilité matérielle d'organiser le scrutin. C'est forcément l'équipe en place, le président en place, qui continue, ou les députés, ou les sénateurs, ou les maires d'ailleurs. La situation s'est posée d'ailleurs, puisqu'on a dû annuler le second tour. Oui. Donc l'annulation du second tour, en dehors de ceux qui ont été élus au premier tour et qui se sont installés dans leur fauteuil de maire, ou des équipes municipales, en tout cas des élus municipaux, les autres sont restés en place jusqu'au prochain scrutin. Donc ça me semble être la règle par défaut, mais c'est à vérifier. Il me semble que cette situation de Covid, évidemment, il ne faut pas... je ne veux pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit que, bien sûr, qu'il y avait une sorte de... comme ça, que c'était une sorte de bonne nouvelle pour le gouvernement ou pour le pouvoir. Pas du tout. Simplement, il y a une utilisation du Covid. Je pense que le Covid a fait très très peur en termes politiques au démarrage, parce que à tous les pouvoirs, et pas seulement Emmanuel Macron, c'est-à-dire imposer des mesures de confinement, ça paraissait quand même extrêmement difficile. Et je pense qu'il y a une sorte de divine surprise à voir comment la population finalement accepte ces mesures qui sont drastiques quand même. On a suspendu des libertés individuelles essentielles. Le pouvoir français est allé extrêmement loin en termes d'infantilisation. Faites ci, ne faites pas ça, réunissez-vous à plus de temps, etc. Bon, en réalité, ça passe crème, comme diraient les jeunes. Voilà, ça passe. Les gens n'ont pas l'air de se fâcher davantage. Bien sûr, il y a les lésés, et on parlait des restaurateurs, les gens qui travaillent dans le culturel, dans les indépendants aussi, les théâtres, les cinémas, tous ces gens-là sont frappés de plein fouet. Mais pour les autres, il y a une sorte d'acquiescement. Alors, s'il faut l'interpréter, cet acquiescement, est-ce que c'est un effet de sidération et que les gens sont finalement relativement choqués, mais tellement choqués qu'ils ne peuvent plus réagir, ou est-ce que finalement cette politique de la peur et de l'infantilisation a plutôt bien fonctionné et que les gens acceptent finalement ces mesures? Et le gouvernement était relativement surpris, me semble-t-il, de cette acceptation. Et finalement, ça permet, je répète, un peu de mettre tous les problèmes et un peu la poussière sous le tapis. Et ça permet aussi de museler l'opposition. Parce que l'opposition, elle va être immédiatement ramenée à « mais vous vous rendez compte, vous prenez des risques avec la santé des Français, etc. » Est-ce qu'on pourrait imaginer, puisque je reviens sur les élections présidentielles de 2022, finalement on a vu aux États-Unis avec le vote par correspondance, est-ce qu'on pourrait imaginer, tiens Nicolas Corato, un vote par correspondance, ou un vote par procuration, ou les deux en 2022 si jamais l'élection ne pouvait pas s'organiser physiquement? Tout est imaginable, sauf que ces réformes-là, il faut les anticiper en 2021 pour qu'elles puissent... Et que c'est de l'organisation, c'est pas le fort du gouvernement, l'organisation. C'est une réforme de la loi organique, c'est une réforme peut-être de quelques lois électorales.
Et encore une fois, je veux pas faire de prédiction, mais je pense que ce sujet va arriver très très vite sur la table. Avec peut-être aussi la proportionnelle. On va voir, je pense, une agitation institutionnelle sur les réformes institutionnelles en 2021. Je rejoins ce que disait Guillaume, parce que le Covid offre la meilleure occasion de mettre le sujet institutionnel et constitutionnel sur la table, parce que ce sera compliqué pour les sénateurs d'expliquer qu'il n'y a pas à regarder ce sujet, alors que manifestement, prévenir c'est guérir et qu'il ne faut pas imaginer que des élections présidentielles qui pourraient se dérouler comme avant en 2022. Ces élections seront très différentes de toute façon, et quelle que soit la situation de l'épidémie. Donc oui, on va avoir un vrai débat institutionnel, je pense, en 2021, premier semestre 2021. Le premier round d'observation, c'est ce qui se passera sur les élections départementales et régionales. Moi, je ne sais pas comment les élus vont faire campagne sur ces élections. C'est un vrai sujet, même si elles sont reportées en juin. Et ça sera peut-être un round d'observation pour ce qui se passera pour les présidentielles. Donc oui, il y a un vrai sujet, institutionnel sur la table, et le Covid va permettre peut-être de modifier substantiellement la Ve République avec du vote par correspondance, mais aussi, regardez, la pression que met François Bayrou pour remettre sur le tapis la proportionnelle. Donc tout ça est ouvert grâce au Covid. Eh oui. Alors 3 points de popularité en moins pour Emmanuel Macron selon un sondage de l'IFOP. La glissade qui continue pour Jean Castex, le Premier ministre. Tiens, une petite dernière question, Guillaume Bigot, sur Jean Castex. Est-ce qu'il peut tenir 1 an et demi encore, ce Premier ministre qui cause du tort quand même à Emmanuel Macron ? C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout, parce que je trouve qu'il en fait beaucoup et il flotte littéralement dans son... Enfin, il flotte pas dans son costume de surveillant général, ça lui va comme un gant, mais dans son costume de Premier ministre de la France, comme on disait à une époque. Oui, il flotte vraiment, et donc c'est pas impossible qu'il soit remplacé. Il le sera probablement au dernier moment, si effectivement le scrutin peut avoir lieu. Moi, je reviens, cette question est très pertinente, Philippe, sur le vote par correspondance. On rappelle à nos auditeurs que le vote par correspondance a été interdit en France parce qu'il donnait lieu à une fraude massive, d'une part. D'autre part, on peut imaginer qu'il y a une pression pour le vote par correspondance en raison de la situation sanitaire, mais parce qu'aussi, de plus en plus, le grand soutien de la Startup Nation, rappelons, c'est quand même l'EHPAD Nation, c'est quand même les gens très âgés qui votent pour Emmanuel Macron, c'est son socle électoral, pas que, mais principalement. Donc il y a beaucoup de gens malheureusement qui ne peuvent pas se déplacer, etc. Donc on peut imaginer qu'ils vont tout faire pour essayer D'ailleurs, la République En Marche et le MoDem, son allié, se sont jetés immédiatement sur la situation Trump-Biden en disant « Regardez, c'est formidable le vote par correspondance ». Bon, évidemment, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Moi, il me semble, et c'est peut-être la remarque que je voudrais faire, c'est que dans une situation d'une société où tout se déréalise, où il y a une montée du complotisme d'ailleurs, où les gens doutent de tout, deviennent de plus en plus suspicieux, ça me semblerait être une très 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 mauvaise idée que d'ouvrir la porte à des votes qui seraient de plus en plus virtuels et de moins en moins contrôlables de manière, j'allais dire, à l'ancienne physiquement. Et enfin, on peut se dire aussi que finalement, est-ce que c'était possible de donner autant de pouvoir, autant d'argent géopolitique et financier et commercial à un pays comme la Chine, qui est tout sauf une démocratie, sans que ça ait une influence sur la manière dont on conçoit? Et voilà, on va se quitter sur ces paroles de Guillaume Bigot. La populophobie, c'est son livre chez Plomb, politologue, fondateur des Orwelliens. J'aimerais remercier Nicolas Corato et ses analyses, président du comité de réflexion politique Place de la République. On revient dans quelques instants, les vraies voix qui font bouger la France, avec notre ami Stéphane Soumier qui reçoit ce soir Xavier Varnier, fondateur d'Héritage Bike. Il sera également avec Thierry Poty, le cofondateur de Showroom Privé. A tout de suite avec Stéphane Soumier.